Jonathan Arfi, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. On va revenir bien sûr sur le dîner du CRIF lundi, mais commençons par cette actualité en chanson, mais aussi en politique. Comment interprétez-vous cette volonté de LFI en France, mais de beaucoup d'autres aussi, de dire il faut interdire la participation de la chanteuse israélienne à l'Eurovision? C'est la mise en acte d'un projet qui est la délégitimation de l'État d'Israël, tout simplement. C'est l'occultation, l'effacement, autant que possible, de l'État d'Israël. Là où ils peuvent le faire, alors ils ne peuvent pas l'éradiquer physiquement, et heureusement, parce que Israël se défend, mais là où ils ont la main, eh bien, ceux qui ont ce projet en tête le mettent en acte. Ils le mettent en acte en provoquant le boycott d'Israël artistique, culturel. Ils le mettent en acte en essayant de le provoquer de manière académique dans les universités. Et partout où ils le pourront, eh bien, ils essaieront de pousser à l'effacement de l'État d'Israël. Donc nous devons là-dessus être extrêmement fermes parce que ça n'est pas anecdotique, c'est le révélateur extrêmement médiatique d'un phénomène idéologique. Que répondre à ceux qui disent non, c'est simplement parce que la Russie a bombardé, on a interdit la Russie, eh bien Israël bombarde, on suspend Israël pendant le temps de cette guerre. Mais c'est tout l'enjeu des questions de comparaison internationale. À ce jeu-là, d'abord, les approximations sont évidemment massives. La situation d'Israël ressemble plus à celle de l'Ukraine qu'à celle de la Russie, si on est précis sur le plan idéologique. On a, dans tous les cas, un régime démocratique qui fait face à l'agression d'un régime totalitaire. Ça devrait suffire à ce que la comparaison avec la Russie s'arrête immédiatement. Israël est dans le cas de l'Ukraine, pas dans le cas de la Russie. Mais au-delà de ça, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui disent ça n'ont jamais été chercher d'autres exemples ou d'autres responsabilités ou d'autres acteurs à retirer des Jeux Olympiques ou de l'Eurovision. C'est évidemment exclusivement parce qu'il s'agit d'Israël qu'on va chercher ce type de comparaison. Les dirigeants de l'Eurovision, pour l'instant, résistent à ces pressions-là. Ils ont demandé des changements dans les paroles de la chanson, changements qui ont été opérés. C'est pas la première fois d'ailleurs. D'autres pays avaient subi les mêmes demandes. Ça, vous le comprenez, on dépolitise les chansons. Et qu'il y a une volonté de préserver l'Eurovision de l'influence politique de manière générale. Oui, ça je peux l'entendre, évidemment. Je suis plus gêné quand il s'agit d'une question, j'allais dire, humaine. Le vécu d'Israël après le 7 octobre, la tragédie que ça a provoqué dans la société israélienne, dans le monde juif, ça n'est pas une question politique. C'est une question d'humanité, au fond, de la manière dont le drame surgit dans une société et laisse une empreinte indélébile. C'est ça dont les artistes s'emparent. Exactement. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a eu à ce point-là une focalisation. Ça dit sans doute l'anticipation qu'ils avaient des sujets de boycott et de mobilisation militante qu'on constate aujourd'hui. Il n'empêche que après, sur le fond, la logique est de dire l'Eurovision n'est pas un temps politique, ça je peux l'entendre évidemment. Greta Thunberg était au premier rang de ceux qui voulaient cette interdiction d'Eden Golan. Vous êtes surpris de cette évolution de la radicalité écologique? Il y a toujours eu le fantasme de la convergence des luttes, quelque chose qui m'a toujours surpris tant il y a des alliances contre nature, contradictoires, exactement comme on voit des alliances entre une partie de la gauche la plus radicale avec des islamistes. Enfin, donc je ne vois pas de raison que le mouvement écologique fasse une jonction avec la cause palestinienne. Je pense que c'est une jonction tout à fait artificielle qui vise tout simplement à trouver une forme d'audience supplémentaire et de capacité à capter des mouvements qu'ils perçoivent comme populaires à leurs yeux. Pour moi, la logique de ces alliances s'arrête là. Il n'empêche que ça peut créer, notamment dans les nouvelles générations, et c'est ça qui est frappant, c'est que chez les plus jeunes, ces jonctions opèrent, ces jonctions marchent, malgré le fait que ce sont des alliances contre nature. Donc on a la responsabilité d'essayer d'abord de les dénoncer, là où on peut, et puis ensuite de les démonter, de les désamorcer, en ne laissant pas la question environnementale être récupérée, instrumentalisée par la cause palestinienne, parce que d'abord, il n'y a aucune raison, ils ne sont pas plus vertueux sur les questions d'environnement, évidemment, que ne l'est le camp d'Israël et puis de ceux qui sont l'Occident en général. L'Occident en général. Et là-dessus, on a une vraie démarche qui est il faut être vigilant face à ce type de récupération qui opère à tous les niveaux. Nous sommes le 10 mai, il y a 43 ans, François Mitterrand était élu président de la République. La gauche d'alors, la gauche d'aujourd'hui, quel contraste sur le sujet d'Israël, sur l'antisémitisme? Oui, il y a effectivement, on peut le mesurer à ce moment-là.
Il y a 43 ans, c'est le moment où la gauche avait une vraie sensibilité à la cause d'Israël, pour le dire dans ces termes. Aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu, au sein de la gauche, un marqueur puissant. Alors, il reste une gauche républicaine qui garde vis-à-vis d'Israël. Intraitable sur le sujet. Voilà, mais elle est minoritaire. Mais elle est aujourd'hui minoritaire. Malheureusement, au sein du Parti Socialiste. Minoritaire au sein de la gauche, puisque la voix dominante, au moins jusqu'au 9 juin, on verra ensuite, reste la France Insoumise avec sa radicalité assumée sur Israël. Il y a un vrai retournement qui s'est opéré. Alors, beaucoup d'analyses ont été faites autour de ça, la manière dont la gauche souffre d'une idéologie misérabiliste, au fond, et qui voit dans la figure dans la détresse de la dépopulation civile palestinienne une cause en tant que telle. La gauche cherche des opprimés, quoi. La gauche cherche des opprimés parce que, au fond, l'opprimé a toujours raison dans le logiciel d'une partie de la gauche. Et c'est malheureusement quelque chose qui a en France. Et le passage est très flagrant parce qu'on avait en France une gauche républicaine forte et qu'aujourd'hui on ne la voit plus assez, ou on ne l'entend plus assez. Et c'est Marine Le Pen qui vole au secours d'Eden Golan aujourd'hui et qui dit partout le meilleur rempart pour la communauté juive contre ceux qui la menacent, c'est moi. Vous l'entendez ? On l'entend malheureusement, on l'entend beaucoup. Effectivement, on entend cette voix, cette tentative de l'extrême droite de séduire la communauté juive. Pas tant pour les voix que nous représentons, il faut qu'on soit lucide par rapport à ça, mais parce que l'extrême droite saisit que il y a à travers cette question-là une question symbolique. C'est l'achèvement de la dédiabolisation. C'est une manière d'aller chercher un certificat d'honorabilité, de respectabilité, une forme de certificat de cache-route, si j'ose dire, pour pouvoir démontrer à la société française qu'elle aurait réglé les questions morales qui l'empêchaient d'accéder jusqu'à présent aux fonctions suprêmes. Et on peut leur faire crédit d'une certaine sincérité, ou pour vous ce n'est qu'un subterfuge ? Je suis pas à l'intérieur des cœurs et des âmes du Rassemblement national pour déterminer le niveau de sincérité, mais ce qui est certain, c'est que il y a une facilité toujours à dénoncer l'antisémitisme qui vient de l'autre camp. Mélenchon, quand on l'écoute, lui aussi dit je dénonce l'antisémitisme venu de l'extrême droite, voilà, bien sûr. Et Marine Le Pen, bien entendu, dénonce avec force, il faut l'entendre, l'antisémitisme venu du monde islamiste et de l'extrême gauche. Ce qui m'intéresse, c'est de voir est-ce que chacun est capable de penser contre lui-même, c'est-à-dire de dénoncer l'antisémitisme qui vient parfois de son propre camp. Ou de sa propre histoire. Exactement, ce serait là intéressant de voir si elle peut à un moment donné faire ce chemin-là. Marine Le Pen au dîner du CRIF, la question a été posée par certains, Arnaud Klarsfeld notamment. Votre réponse demeure et demeurera non. Oui, je l'ai dit au dîner du CRIF. Vous savez, on peut débattre du rapport du Rassemblement national à la question des Juifs et de l'antisémitisme. Je prends note qu'il y a aujourd'hui des déclarations sur l'antisémitisme, sur Israël, mais au-delà de ça, le Rassemblement national reste un parti populiste. Et ça, c'est incontestable. Et la République, elle est incompatible avec le populisme. Le populisme, dans l'histoire, n'a jamais été pourvoyeur de solutions aux problèmes des Français de manière générale. Donc, on garde une méfiance quand on est juif vis-à-vis des populismes, quel que soit le bord de ce populisme-là, qui vienne de droite ou de gauche. Pour le CRIF, vis-à-vis des populismes, il y aura toujours une forme de distance. Gabriel Attal a réaffirmé sa fermeté contre l'antisémitisme lors du dîner de lundi, avec recension et suivi judiciaire des actes antisémites. Ça, c'est un outil qui sera utile ? Oui, parce qu'aujourd'hui, on est capable de donner à l'unité près le nombre de plaintes déposées pour les actes antisémites en 2023, mais on est incapable de donner le traitement judiciaire derrière. Comment vous voulez qu'on fasse la pédagogie républicaine nécessaire ? Comment vous voulez qu'on puisse démontrer le caractère dissuasif de l'état de droit si nous ne sommes pas capables de donner les quantums de peine qui ont été prononcés sur ces actes antisémites qu'on a suivis et enregistrés au moment du dépôt de plainte. Donc on a besoin d'avoir un trait continu entre le dépôt de plainte et le traitement judiciaire pour pouvoir communiquer là-dessus. Il y a eu des cas extrêmement sévères. Le type qui a agressé Marco, ce sexagénaire qui avait été frappé devant la synagogue dans le 20e il y a quelques mois, a pris 3 ans ferme. C'est plutôt strict comme peine, plutôt sévère comme peine, et tant mieux. Mais est-ce qu'il y a eu une peine prononcée de ce type ou est-ce qu'il y en a eu 100 en France ? Personne n'est aujourd'hui capable de le dire de manière consolidée. Et ça permettra de créer une jurisprudence, justement. Et ça permettra effectivement de développer, y compris d'ailleurs au sein des magistrats, peut-être
un peu de stimulation collective à combattre l'antisémitisme par ces peines dissuasives. On les a vues au moment des émeutes, par exemple. Il y avait eu beaucoup de sévérité, d'une part dans le traitement des flagrants délits. Voilà, exactement. Et puis il y avait eu de la rapidité aussi pour traiter les cas. On a besoin aujourd'hui d'une séquence qui ressemble à celle-là, c'est-à-dire de la sévérité, de la rapidité pour le traitement judiciaire des actes d'antisémitisme, pour que la dimension dissuasive et pédagogique puisse jouer à plein. La rapidité, ça n'est pas le cas pour toutes les plaintes pour apologie du terrorisme. On a vu des convocations spectaculaires de politiques, mais on a l'impression que la justice traîne, en espérant que ça se tasse. Écoutez, effectivement, moi, ce qui m'a frappé, c'est le calendrier. On a des propos qui sont prononcés le 7, le 8, le 9, le 10 octobre. Publiquement, et des convocations qui ont lieu au mois de mai, au mois d'avril. Ça gêne la lisibilité de la démarche judiciaire. Moi, je rappelle à ceux qui crient à l'instrumentalisation politique ce qu'a été l'émotion provoquée par les propos de la France Insoumise le 7 octobre. Rappelons-nous, c'était à ce moment-là perçu par tous très clairement comme une forme de légitimation de l'action terroriste du Hamas. Alors évidemment, le temps passant, on perd la mémoire de ce qu'a été l'émoi dans la société française. Mais il y a eu un émoi, et cet émoi-là, il doit effectivement, il faut s'y replonger pour pouvoir comprendre ces convocations et la manière dont il faudra les traiter. Les assises lancées par Aurore Berger, ça peut entretenir cet émoi, cette réflexion? Ces assises, pour moi, elles ont un intérêt principal, c'est que pour la première fois, l'État accepte de dire qu'il ne va pas réussir tout seul, et que sa responsabilité, c'est évidemment de mobiliser ses propres moyens, ça va de soi, mais c'est surtout de mettre en mouvement la société civile. Donc, autour de ces assises, en réunissant avec l'État le monde associatif, les cultes, mais je l'espère demain aussi peut-être le monde syndical, le monde des entreprises, enfin tous les acteurs qui font la société française, on va pouvoir peut-être créer une dynamique collective qui manque. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de réprobation sociale de l'antisémitisme. Les gens considèrent que c'est une question légale. Soit c'est légal, soit ça ne l'est pas, mais il n'y a plus la condamnation morale et sociale de l'antisémitisme. Dans un dîner, on peut dire un propos antisémite, personne ne va s'ériger en face pour le condamner. En un bref mot, Joe Biden ne veut plus livrer d'obus à Israël si Rafah est attaqué. Vous comprenez cette position? Moi, je ne comprends pas la position américaine parce que je considère que les démocraties, entre elles, doivent se faire confiance. Israël, comme l'a démontré son histoire, est un pays démocratique, partenaire des grands pays démocratiques. La logique, c'est qu'entre démocraties, on se fait confiance dans l'évaluation des choses. Après, la relation américano-israélienne, c'est une relation d'amitié historique. Je suis sûr qu'ils trouveront les mots et les moyens de trouver un langage commun. Yonatan Arfi, président du CRIF, merci et bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouvera lundi matin. Votre invité sera Pierre-Alexandre Anglade, directeur de campagne de Valérie Ayé. Radio J, retrouvez le Barbier.